Bonjour, je vais me présenter rapidement. Je suis Régis Médina, je suis un habitué des lieux. Je fréquente la plupart des XPD, des Agile France jusque-là. Maintenant, je suis tombé dans XP en 98. J'ai commencé à jouer avec en 2000 en tant que coach. En 2001, j'ai coécrit le premier livre en français sur Extreme Programming. Et j'ai fait ça pendant à peu près 8 ans. Quand j'ai arrêté de compter, j'avais fait, je crois que c'était quelque chose comme 130 itérations. Et j'avais été impliqué de près ou de loin dans l'écriture de 30 ou 40 000 tests automatiques. Ça, c'est mon parcours agile. Antoine? Bonjour, moi je suis Antoine Pontal, je suis aussi un habitué des lieux. J'ai été formé à l'Extreme Programming en 2001 dans une start-up au Japon. J'ai pratiqué l'agilité pendant 6 ans dans des milieux hostiles et dans des milieux favorables. Et je suis maintenant membre du bureau de l'association Agile France. Donc pendant cette session, on voudrait vous montrer avec Régis quelques limites qu'on avait trouvées par rapport à ce qu'on faisait avec l'agilité. Une première limite qu'on avait, c'était par rapport à l'utilisateur. En fait, on avait bien l'implication d'un client, une collaboration avec un product owner ou un XP, mais l'utilisateur lui-même, il me paraissait un peu loin finalement, l'utilisateur, qui ils sont vraiment. Est-ce qu'ils sont contents de ce qu'on produit, des logiciels qu'on leur apporte? Est-ce que ça leur apporte de la valeur? Est-ce que c'est trop utile? C'était pas clair. Une autre question qu'on avait régulièrement, c'était par rapport aux bénéfices pour l'entreprise. Bon, localement, clairement, ça allait mieux. C'est-à-dire l'équipe avec l'agilité, d'un point de vue opérationnel, wow, c'était complètement différent, ça faisait aucun doute. Ensuite, quand on montait un petit peu dans les hiérarchies, quand on essayait d'avoir une vision un peu plus macroscopique dans l'entreprise, là, les bénéfices étaient moins évidents à voir, c'était moins évident de impliquer des managers de haut niveau, à se dire qu'effectivement, avec l'agile, c'est vraiment, ça change les choses de mon point de vue. Et un troisième point sur lequel on n'était pas très à l'aise et c'était très pratique, c'est comment on va en dehors des équipes de développement. Donc, sur le développement logiciel, bon, voilà, c'est bon, c'est l'autoroute, on sait quoi faire, mais dans les métiers de l'informatique, il n'y a pas que le développement logiciel, et là-dessus, l'agilité quand même était très orientée sur cette activité. Comment on fait pour aller plus loin? Donc, pour introduire ces sujets, j'ai envie de demander à Régis de nous expliquer qu'est-ce que c'est le livre. Alors, effectivement, face à ces questions, on s'est dit on va essayer autre chose. Petit à petit, on a entendu parler de cette étrange bestiole qui était les lunes. On a commencé peut-être comme une partie d'entre vous avec les bouquins Popendik. Puis on est rentré, on est allé voir des trucs un petit peu plus hardcore. Et je ne sais pas quelle est votre expérience si vous avez commencé à regarder, mais très très rapidement, on se retrouve dans une espèce de soupe de mots, de concepts, de termes japonais, etc. Et c'est très très facile de s'y noyer. Pire encore, il y a certains mots qui sont un petit peu durs à interpréter. On va parler de performance, de résolution de problèmes. C'est triste les problèmes, mais qu'est-ce qu'on essaie de faire là-dedans? Et quand on creuse, en fait, on creuse et ça ne s'arrête jamais. On est toujours en train de découvrir de nouvelles choses. Et on se retrouve dans un phénomène qui ressemble un peu à celui-là. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable des 6 hommes et de l'éléphant. Et en fait, à quoi ça va ressembler? On va voir des gens qui vont dire, alors, le lean, ah oui, le lean, oui, c'est la gestion des flux. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas que ça, mais c'est vrai. Non, mais le lean, c'est l'élimination des gaspillages. Oui, il y a aussi de ça, mais c'est pas tout. Non, mais le lean, c'est la performance, résolution de problèmes. Oui, c'est vrai, c'est pas tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est assez difficile finalement de se faire une vision d'ensemble et de savoir comment est-ce qu'on va naviguer dans la découverte de ce nouveau monde. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas de clé miraculeuse pour aider à simplifier l'exploration de ce monde-là. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous donner une grille de lecture. De dire finalement comment est-ce qu'on va aborder la découverte du lean pour essayer de comprendre ce que c'est. Et on va faire ça d'abord en vous présentant un petit peu la théorie, et puis très rapidement on va vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain, avec des vraies équipes. Alors, ce que je vous propose, c'est d'imaginer, de vous dire que le lean, c'est pas juste dire « Ah, un gaspillage, je le tue ». C'est pas juste ça, je vous propose de vous dire que le lean, c'est une stratégie d'entreprise. Le lean, c'est une stratégie pour une entreprise qui a décidé de gagner sur le marché. Elle a décidé de gagner sur le marché par l'excellence opérationnelle.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 3 piliers derrière ça. Le premier pilier, c'est qu'on va se dire, on va gagner sur le marché parce que nos clients seront super satisfaits de ce qu'on leur livre. On aura des clients qui se diront, mais oh, c'est super, c'est simple, j'adore leur truc. Leur produit, c'est parfait, il n'y a rien à dire. D'accord? Leur service, parfait, c'est rapide, il n'y a pas de problème, c'est simple. Et du coup, les gens vont venir chez nous, on va avoir des clients. Ça, c'est le premier pilier pour faire gagner l'entreprise. Une fois qu'on a compris qu'est-ce qui fait que les gens trouvent de la valeur dans ce qu'on leur livre, la question qu'on va se poser après, ça va être le deuxième pilier. La deuxième question du Lean, ça va être comment est-ce que je fais pour délivrer cette valeur, pour délivrer ce service le plus rapidement possible. Et pour faire ça, on va regarder à l'intérieur de l'entreprise, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nos collaborateurs font au quotidien pour arriver à délivrer cette valeur? Et ce qu'on va voir, c'est que dans nos équipes, même nous, en fait, on passe le plus clair de notre temps à se battre avec le système. On reçoit des demandes qui ne sont pas claires, après on essaie d'utiliser des outils qui ne marchent pas, et puis après il faut revenir en arrière parce qu'on s'est trompé, et puis le truc qu'il m'a envoyé, de toute façon, c'était pas le bon, donc il faut que j'aille revoir avec lui. En fait, on se bat comme ça avec le système à longueur de journée. Et la vision Lean, ça va être de se dire, si on arrivait à retirer tous ces obstacles un par un, on arriverait à rendre le travail fluide, et on arriverait à accélérer très puissamment et de manière très importante, accélérer la livraison, la délivrance de valeur au client final. Et ce qu'on va voir, et c'est une autre partie du Lean, c'est que réduire les coûts par l'élimination des gaspillages, réduire les délais par l'élimination des gaspillages, ça a un effet bénéfique, c'est que les coûts fondent. Donc on est dans une logique où on a de plus en plus de clients parce que le service est super, et puis ça nous coûte de moins en moins cher de le faire, et donc c'est de la marge, et donc l'entreprise est en train de gagner. Là, on a parlé de 2 piliers, il en reste un troisième. Ce qu'on va se dire, c'est que pour arriver à faire tout ça, en fait, c'est dur. Il faut arriver à être vraiment au top pour satisfaire le client, arriver à livrer très rapidement, avec une économie de mouvement très importante. Il faut être au top. Et pour être au top, ce qu'on considère dans le Lean, c'est qu'il faut des collaborateurs qui sont au top. Il faut des gens excellents. Et donc, le troisième pilier, le troisième élément du Lean, c'est comment est-ce qu'on amène tous les collaborateurs de l'entreprise à devenir excellents, à devenir très forts. Et ça, c'est un pilier important du Lean, c'est qu'on va être dans une logique volontaire, délibérée, de développement des personnes. Alors, ça, c'est au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'IT, un niveau qui est plus proche de ce qu'on fait au quotidien, et notamment si on commence par la question du client. Alors moi, ce qui me ferait vraiment très plaisir, ce qui me comblerait, c'est quand j'utilise une des applications que vous avez développées, moi, en tant qu'utilisateur, je me sens super fort. C'est votre application qui me met en position de gagner. Alors, si je suis un client extérieur à votre entreprise, en fait, votre logiciel, votre système, en fait, il colle tellement bien à ce que je veux faire, à ce qui fait que je vais trouver de l'efficacité, du plaisir, que j'aurai une autre vision de moi, de ma capacité à maîtriser mon environnement, qu'en fait, ça va être une seconde peau pour moi. Donc, je l'utilise tout le temps, en fait. Je l'utilise comme je respire, parce que votre application, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour trouver à chaque fois l'information que je veux au bon moment, le bon service, et je me sens maîtriser ma destinée. Et si je suis un utilisateur interne de l'entreprise, j'ai un travail à faire, j'ai des objectifs, il faut que je les atteigne et tout. Et quand j'utilise votre système, en fait c'est génial. Vous avez tellement décuplé ma capacité à faire mon travail bien du premier coup rapidement, qu'en fait, grâce à vous, grâce à vos applications, pour moi, c'est bon, je peux y aller, je peux foncer et je vais gagner à tous les coups. Voilà, moi, c'est ce que vraiment mon rêve. Donc, chère direction IT, voudrez-vous me livrer ceci? Bien entendu. Donc, il faut arriver à satisfaire Antoine. C'est l'objectif, on est tous là pour ça, vous êtes bien d'accord? Donc, on va arriver à satisfaire Antoine et à lui livrer donc, le plus rapidement possible, c'est le deuxième élément dont je parlais, la valeur qu'il attend. Donc, un super logiciel qu'il met en situation de gagner, qu'il transforme en Superman. Le Lean, deuxième pilier, apporte pour cela un cadre conceptuel, qui est le cadre du TPS, qui va se dire, en fait, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à livrer cette valeur très rapidement, de manière impeccable? Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Le Lean, avec le Toyota Production System, offre un idéal de fonctionnement. On va se dire l'idéal vers lequel on veut tendre.
il est décrit ici. C'est d'abord un idéal dans lequel on est très très clair sur ce qu'on va produire, les produits qu'on va donner à Antoine. On est très très clair sur ce qu'on délivre au client. Et après, en interne, dans l'IT, dans l'équipe, entreprise, on est très très clair sur, on s'est mis d'accord sur la façon dont on va s'y prendre pour réaliser cette valeur. Donc on est très très clair et on a quelque chose, en fait, on sait ce qu'il y a à faire, on sait les étapes et ça roule en fait. Donc ça, c'est une base de stabilité en bas de cette maison Toyota. Et c'est une base qui est tout le temps en train de bouger. C'est-à-dire qu'on sait comment s'y prendre, mais on est tout le temps en train de se dire mais ça, on ne pourrait pas faire un peu mieux, ça, on ne pourrait pas faire un peu mieux. Et on fait monter petit à petit le niveau de performance. C'est ce qu'on appelle le Kaizen. Donc on est sur cette base de stabilité mouvante, de stabilité d'amélioration. Et on va être dans une logique où dans cette amélioration, on va amener tous les collaborateurs, toutes les équipes, à réfléchir en permanence sur deux questions. La première question, c'est la colonne juste à temps, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à livrer de manière fluide au rythme qu'attend Antoine. Antoine, c'est votre client, c'est une équipe de développement, il veut des features, il en veut 50 par semaine. Comment est-ce qu'on arrive à tenir les 50 par semaine? D'accord? Ça va être la question. Comment est-ce qu'on y arrive? Et la question qui va être derrière cette histoire juste à temps, c'est comment est-ce qu'on organise le passage de bâton à l'intérieur de l'entreprise pour que ça soit très très fluide, très simple, très fluide, que ça aille très vite et qu'on arrive à tenir le rythme. Donc ça, c'est cette colonne juste à temps. Et après, de l'autre côté, on a une colonne JDoka, la partie qualité, qui va être se dire, une fois que le passage de bâton il est bien défini, il est fluide, la question pour chaque personne qui est dans cette chaîne-là, ça va être comment est-ce que je fais pour jamais me tromper, pour ne pas avoir d'erreur, pour ne jamais en fait passer un élément défectueux au prochain dans la chaîne. D'accord? Donc, à la fois faire marcher, fluidifier la chaîne, et à la fois un travail à chaque étape de la chaîne pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Donc ça, c'est l'idéal de fonctionnement vers lequel on veut tendre, vers lequel on veut aller. Et c'est aussi un idéal qui nous permet d'analyser une situation et se dire, voilà, aujourd'hui on en est là, et par rapport à cet idéal, voilà ce qu'il faudrait changer pour avancer. Donc un idéal de fonctionnement qui correspond en fait au deuxième pilier qui était la réduction des délais. Et après, le troisième sujet, ça va être le développement des collaborateurs. Donc pour implémenter cette maison Toyota, il va falloir des gens qui sont super forts. Donc comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde, toutes les personnes dans votre entreprise deviennent des gens de plus en plus forts tout le temps? Alors là, on a une réponse dans le livre, qui est sous la forme d'un idéal du management, qui est le Toyota Way. Alors qu'est-ce que c'est le Toyota Way? Ça va être un ensemble de valeurs et de pratiques au quotidien. Ça va être d'abord le challenge. Le challenge, c'est en fait cette capacité qu'on va avoir à se dire, finalement, je n'accepte pas le statu quo, je vais me mettre à rêver comment les choses pourraient être. On va passer au-dessus de la couche des nuages et on va se mettre à se dire, mais non, les choses ne sont pas comme elles devraient être, elles devraient être comme ça, ce serait ça notre idéal, c'est ce vers quoi on va aller. Et même si c'est effrayant de voir la distance qu'il peut y avoir entre cet idéal dont on rêve et là où on est aujourd'hui, on aura le courage d'y aller. Le courage tous les jours de se dire, ok, on y va, il y a un écart, mais c'est pas grave, on va avancer. C'est aussi l'esprit Kaizen. L'esprit Kaizen, c'est quelque chose de beaucoup plus calme, c'est tous les jours on va essayer d'amélioration, tous les jours je vais faire une expérimentation, tous les jours je vais essayer de changer un petit quelque chose pour mieux comprendre comment ça marche dans mon métier, comment je peux être plus efficace, comment ça peut mieux marcher. On est comme un phénomène de polissage en fait. Donc tous les jours, tout le monde, en permanence, c'est une activité quotidienne. Et c'est le Goensi, Ganshi Genbutsu. On va revenir sur le terrain, sur la réalité. On va aller regarder précisément, ok, qu'est-ce qui se passe vraiment? Il y a des retards, mais quels sont vraiment ces retards? D'où sont-ils vraiment venus? On va aller dans les détails, on n'a pas peur de mettre les mains dans les choses sales, comme le code. Les tests ne sont pas passés, quels tests? Montrez-les-moi, le serveur a planté, allons le voir. Et ensuite, on embarque tout le monde, rapidement on crée le consensus, et on agit, on est pragmatique. C'est aussi le respect. C'est écouter vraiment ce que disent les autres. Faire vraiment l'effort de comprendre leur point de vue. Ça ne veut pas dire forcément être d'accord, mais en tout cas on a vraiment fait l'effort de comprendre. Et c'est le teamwork. Le teamwork, ça va être en fait, on ne garde pas les problèmes pour soi, on va aller les partager, on va sortir de son équipe, on va voir d'autres personnes, et on va résoudre les problèmes ensemble, et on va profiter de la diversité des expériences des autres personnes autour de nous.
avec cet ensemble d'idéaux, on va comme ça développer nos collaborateurs. Mais dit comme ça, probablement que vous vous dites là, c'est quand même super abstrait. Donc là, je vais passer la main à Fils pour qu'il nous parle de comment ça se pratique au quotidien. Effectivement, c'est la théorie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire faire du Lean au quotidien dans les équipes, dans vos équipes, dans les équipes qui sont à côté? Ça veut dire avoir une pratique quotidienne qui est structurée comme ceci. Donc, toujours à l'esprit, on sait ce qu'on a à produire pour Antoine. Vous vous souvenez, hein, pour le client. On sait quel est le client, on sait ce qu'on a à faire. L'étape d'après, ou la première qui va enclencher la dynamique d'amélioration, c'est on va rendre visible notre activité. On doit sortir des features pour Antoine, d'accord? Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'on peut voir qui est en train de travailler sur quoi? Où en est cette feature qu'il a demandé? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Donc ça, on va chercher à le rendre visible, comme on fait aussi en Agile, hein, avec notre management visuel Agile. On va garder cette logique-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour rendre l'activité visible, mais avec un regard très particulier. On va le représenter avec un mode de test à l'esprit qui est-ce qu'on voit clairement si les choses vont bien ou pas? Est-ce que on a le management visuel là, on voit l'activité, on veut voir d'un seul coup d'œil, est-ce que les choses se passent bien ou pas? Les choses se passent bien, là, on voit, il y a du rouge, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on a un problème. Donc, il y a un petit grain de sable quelque part qui fait qu'on a des difficultés, on va avoir des difficultés à livrer Antoine à l'heure, par exemple. Et donc là, le réflexe qu'on va chercher à développer, c'est, première chose, il y a un problème sur cette tâche-là, on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On réagit immédiatement. On cherche à protéger le client. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se réorganise pour qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à livrer Antoine et qu'il n'ait rien vu. Deuxième chose, alors ça pourrait être du travail de pompier de base, hein, ce qu'on fait dans toutes les organisations. Ça va commencer à être de l'amélioration continue. Quand on va se poser la question, ok, c'est bon, on a surmonté la situation, on a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a eu ce problème? Et là, on va chercher à résoudre le problème un par un en essayant de vraiment comprendre en détail, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on apprend sur nos pratiques? Et par ce travail d'analyse, par l'expérimentation aussi, petit à petit, à force de voir les problèmes les résoudre, petit à petit, on va en apprendre davantage sur nos pratiques et on va les améliorer. Et le niveau va monter et petit à petit, on va améliorer. Alors, ça va commencer par les pratiques sur le terrain de l'équipe. Et la puissance en fait de la méthode, c'est qu'à force de faire ça dans toutes les équipes, petit à petit, on va rentrer sur des sujets plus profonds et changer jusqu'aux méthodes de management. Donc ça, c'est vraiment la pratique du Lean. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire de faire ça en vrai? Ça veut dire que... Alors imaginez, hein, vous êtes dans vos entreprises respectives. Qu'est-ce que ça veut dire de dire on est devenu une entreprise Lean? C'est que dans votre équipe, dans toutes les équipes qui sont à côté, tout le monde est tout le temps dans cette logique de je vois la production, je vois les problèmes, je réagis immédiatement, je résous les problèmes un par un pour améliorer mes pratiques de développement. D'accord? Donc la question, c'est comment est-ce qu'on embarque toute une entreprise ou au moins tout un département informatique dans cette dynamique d'amélioration? Comment tu ferais? Alors, plutôt que de répondre à la question de manière théorique, on va s'intéresser à un cas réel, à un département informatique dans une banque de 15 000 personnes environ. Donc cette banque avait déjà une expérience très positive du déploiement du Lean dans ses back-office, des résultats spectaculaires. Et là-dessus est arrivé forcément la question, est-ce que ça pourrait marcher aussi dans l'informatique, dans la DSI? Donc il y a eu un projet fin 2009 sur une équipe vraiment plus de développement logiciel qui avait donné des résultats spectaculaires. Et donc à partir de là, le DSI s'est dit, bon, très bien, ça marche dans l'informatique, allons-y, déployons sur mon département informatique d'environ 800 personnes. Alors, c'est une DSI organisée de manière très classique. D'un côté, la production, de l'autre côté, les études, la partie application. Et dans la partie application, on va trouver des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre et des fournisseurs, parce que les développements sont pour la plupart externalisés. Et ces groupes de maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, fournisseurs sont regroupés autour de pools d'applications cohérents. Donc, voilà, vous avez 800 personnes dans le monde de l'informatique qui sont devant vous et qui doivent passer au Lean. Par quoi vous commencez? Ah ouais, ils n'ont pas suivi. En fait, c'est du Lean, hein. On commence par le client. Donc, le client, il a une hiérarchie d'attente
qui va nous permettre d'avoir une feuille de route en tête. Déjà, de base, très très basique, le client, il veut que quand il demande de l'aide à sa DSI, donc à support informatique de son point de vue, déjà il y a une réponse rapide et complète à sa demande d'aide. C'est vraiment le strict minimum, donc un support marche très bien. C'est qui le client? Donc là, l'utilisateur de l'application bancaire. Dans ce contexte-là, ça va être principalement tous les gestionnaires qui sont en agence, les opérateurs en agence, les directeurs d'agence et aussi tous les back-office. Plus les clients externes dans le cadre de l'équipe qui s'occupe du site internet. Niveau au-dessus, maintenant, je voudrais même plus avoir besoin de faire de support. Là, moi, j'ai une application, elle marche, elle est stable, je n'ai pas besoin de vous demander d'aide. Et puis, je voudrais aussi qu'elle réponde bien aux besoins. On n'a pas des... Je n'ai pas besoin de formation, je n'ai pas besoin de votre aide, je n'ai pas besoin d'aller regarder chez mes collègues comment ils font, etc. Et ça ne plante pas, c'est toujours stable. Voilà, le service est bien rendu. Et puis encore au-dessus, parce que désolé, c'est toujours pas fini, moi en tant qu'utilisateur, je veux en plus que ce soit de mieux en mieux. Que les applications, elle me donne des nouveaux produits, elle me donne des nouveaux moyens de vendre, de satisfaire mes propres clients. Donc ça va nous permettre d'adresser d'abord la partie support, ensuite la partie maintenance applicative et enfin la partie projet. Donc, il y a du boulot. Hein. Commençons par le support. Régis ? Il faut que je vous parle de Giancarlo. On est en Italie en fait. Hein. Giancarlo, c'est le responsable de l'équipe support. Imaginez-vous, il y a une salle qui est grande comme celle-ci à peu près, dans laquelle il y a une vingtaine d'opérateurs, enfin disons 15-20 opérateurs qui répondent aux demandes d'aide de toute la banque, de 15 000 personnes. Donc ces 15 personnes-là, cette vingtaine de personnes, reçoivent environ 1500 appels par jour. Chacun traite 70 appels. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que fait l'équipe de Giancarlo. Maintenant, prenons le point de vue client. L'expérience utilisateur, c'est quoi? Quand on parle aux gens, quand on parle aux utilisateurs dans les back-office, dans les agences, qu'est-ce qu'on entend? Première chose qu'on entend, c'est long. Quand je téléphone et que j'attends, c'est long. Tu as une anecdote assez rigolote d'ailleurs à ce sujet. J'étais là-bas et en fait, c'était bientôt l'heure du déjeuner. Et avant de sortir manger des panini avec les collègues, je vois quelqu'un qui prend son téléphone, qui compose le numéro du support et qui pose le combiné sur son bureau et qui s'en va manger son panino. Bon, ok, on a déjeuné, puis il revient et on reprend son combiné, et puis comme ça, il a été pris en ligne quelques minutes plus tard. Ça vous donne une idée en fait. Quand on dit que c'est long, c'est long. Alors, une fois, c'est pas fini. Une fois qu'on décroche, ce qui va se passer, c'est que dans 45% des cas, la personne qu'on aura au téléphone sera incapable de nous répondre. Et on va s'entendre dire après une heure d'attente, « Ah d'accord, ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir un ticket. » Alors ça, pour ceux qui ont un peu d'expérience, c'est un peu difficile parce qu'en fait, les mesures montrent que si un ticket a été ouvert, la réponse arrivera en général dans les 3 semaines. Je suis le client, j'ai un gestionnaire d'agence, j'ai mon client en face qui me dit « Je voudrais ouvrir un prêt, etc. » Je suis devant l'application. J'attends 1 heure au téléphone avec mon client. Je lui dis « Revenez dans 3 semaines et puis on s'occupe de votre demande de crédit. » C'est un vrai problème en fait. Alors derrière, il faut bien imaginer que l'équipe, elle fait vraiment son maximum pour y arriver. Hein. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Les gens sont compétents, ils sont formés, mais ils n'arrivent pas en fait à encaisser la charge et à rendre le service. Premier réflexe, ce serait de se dire, on va rajouter 15 personnes. Vous réagissez comment quand on fait ça dans les équipes? Et donc la question là, ça va de dire, qu'est-ce qu'il faut retirer comme obstacle? Quels sont en fait les haies sur lesquelles doivent sauter les opérateurs tous les jours pour arriver à rendre le service? Et qu'est-ce qu'on peut retirer comme obstacle pour que ça devienne fluide et qu'ils arrivent à rendre le service? Comment est-ce qu'on s'y prend pour attaquer le sujet? On commence par quoi? La première question, premier point de vue, c'est le client. Quelle attend le client? On est cette équipe, on va être déjà très très clair sur quelle est l'attente. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? C'est quoi notre étoile du Nord? On veut aller dans quelle direction? Je vais aller par là. Là, c'est quoi? Là, c'est, en tant que client, je suis gestionnaire devant mon propre client, j'appelle le support. Qu'est-ce que je veux? Je veux 3 sonneries,
à peu près 2 sonneries, 3 sonneries. Au bout de 3 sonneries, je veux quelqu'un de parfaitement compétent qui me répond, qui me résout complètement mon problème. C'est ça que je veux. On est bien d'accord? Donc l'étape d'après, ça va être de se dire, ça on veut le voir. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça marche? On va le mesurer. Et on va partir d'un problème qui va être bien posé, qui va être de dire, aujourd'hui, les temps d'attente sont longs, et d'ailleurs ils sont tellement longs que l'élément de mesure qu'on va prendre, c'est combien de personnes on perd. Il y a combien de personnes qui abandonnent? Ils essaient d'appeler, puis ils abandonnent. Et ce qu'on va voir, c'est que le point de départ, c'est qu'il y a un peu plus de 300 personnes tous les jours qui essaient d'appeler puis qui laissent tomber. Donc le premier problème, c'est qu'on veut prendre tous les appels en répondant suffisamment rapidement. Le deuxième sujet, ça va être, au moins dans 90% des cas, on va réussir à répondre du premier coup sans avoir à créer un ticket. Donc ça, c'est la direction. Et comme je le disais tout à l'heure, dans la pratique, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le rendre visible. Voilà, on en est là. On veut être là. Et comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce que fait Giancarlo dans ce cas-là? Puisqu'on fait du lead, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à comprendre, essayer de réfléchir profondément à qu'est-ce qui nous arrive. On va prendre un sujet, par exemple, on perd 325 utilisateurs tous les jours. Qu'est-ce qui nous arrive? On va chercher à comprendre. Donc on va regarder les appels, il va regarder les courbes avec son équipe, ils vont sortir des rapports, etc. Ils vont écouter des appels pour voir comment ça se passe, ils vont regarder comment ça fonctionne au quotidien. Et ils vont aussi se dire, mais finalement, quelle est la nature des appels qu'on reçoit? Et là, en fait, on va revenir sur un des sujets du Lean qui fait partie de ce socle de stabilité. Et ça, c'est un principe important du Lean, c'est qu'on se dit, si ce qu'on veut faire, c'est accélérer, donc réduire les délais, premier réflexe, on va essayer de voir dans toute la masse des appels, dans toute la masse des traitements, quelles sont les grandes familles d'appels vraiment récurrents. Dans tous les types exotiques d'appels, je veux changer mon password, je veux me faire installer une imprimante, je veux me faire livrer une chaise, je veux savoir pourquoi sur cette demande de crédit, alors que mon client a été divorcé 3 fois, que sa deuxième femme est morte et que son grand-père est en prison, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire next? D'accord? Donc il va y avoir toute une variété comme ça d'appels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la séparation de flux. Donc ça, c'est un principe lié. On va dire tous les appels simples, on les extrait, on les fait traiter par des gens spécialisés, on se met d'accord sur... ce qu'on aura identifié là, c'est le fait que, par exemple, les appels pour changer les mots de passe, c'est une très très grosse partie des appels. Donc on va se dire ça, on le sort, en principe Lean. On va se mettre d'accord, les opérateurs vont se mettre d'accord. Il y a, je crois que c'était Claudia, là, qui était l'experte du reset password, qui dit moi, la meilleure façon que je connais de traiter ça, c'est de faire comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? On fait comme ça. On se met d'accord sur la meilleure façon de faire. Et après, on sort des flux. Et on commence à les traiter avec le standard, la meilleure façon de faire. Et ce flux-là, on le fait dépoter. Et après, on vérifie que sur la performance, ça a un impact. Vous voyez un petit peu le cheminement? J'ai mon problème, j'essaie de comprendre, je vois quel est le principe derrière qui peut m'aider, et j'essaie quelque chose pour voir si ça fonctionne. Deuxième exemple, donc là, ça on travaillait plus sur les délais. La deuxième question, vous vous souvenez, en tant que client, c'est une fois qu'on a décroché, je veux que la personne en face soit capable de répondre. Donc là, c'est pareil. Le problème de base, on arrive à prendre 55% des appels, on veut être à 90%. Où est l'écart? Et ce qu'on fait là, c'est pareil. On veut voir. Première chose, c'est qu'on veut voir, on veut les fouiller. Genshi Genbutsu, ça, Go and Sit, on a parlé. Alors moi, je ne vais pas faire comme ça. Mais l'esprit y est. Et on va aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Quels sont tous les cas où on n'y arrive pas? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à voir là-dedans des familles de choses qu'on pourrait finalement traiter? Et là, on est aussi sur la notion de teamwork. Donc, il y a Simonet, qui est un des opérateurs, qui va aller à l'autre bout de Rome pour aller rencontrer l'équipe qui gère l'application de crédit, etc., pour lui demander mais comment est-ce qu'on pourrait répondre à ce genre de demandes, etc. Donc il va y avoir une vraie réflexion sur quelles sont les familles d'appels qu'on pourrait prendre en plus, qu'on pourrait gérer nous-mêmes. On va se mettre d'accord, et après on va se dire il faut former tout le monde. Pour qu'on puisse arriver à répondre, il va former tout le monde. Donc on va organiser la formation de tous les gars dans la salle. Donc on va suivre ça et puis avoir des formations, donc des micro-formations de 10 minutes dans la journée. On sait qu'à cette heure-là, en général, il y a un petit creux dans les appels. On en profite, on en sort 2. Ces 2-là, ils vont être formés par 2 collègues qui connaissent déjà le standard, etc. On va organiser la formation pour faire monter l'équipe en compétence. Donc c'est ça que va animer Giancarlo pendant plusieurs mois. Avec quel résultat? À peu près en 3 mois, en fait, ils vont réussir
à diviser par 10 environ le nombre d'appels perdus. Donc, sachant qu'entre-temps, les entrées continuent d'augmenter petit à petit. Donc ils arrivent vraiment à encaisser plus. Donc ça, c'est la magie de la séparation de flux qui est à l'œuvre. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils vont réussir à prendre, passer de 55% d'appels répondus au premier coup à 75%, juste en 3 mois. Et de manière plus générale, on va voir aussi un temps moyen dans la journée de réponse qui descend drastiquement. Aujourd'hui, ils ont réussi à descendre à 50 secondes en moyenne, et ils sont remontés la semaine dernière à un peu plus d'une minute, mais donc on est vraiment descendu sur la moyenne. Donc il y a vraiment des résultats. Donc attention, je ne vais pas vous donner l'impression que c'est facile. Et le résultat, il a fallu les chercher. Je vous dis, les gars, ils sont allés voir d'autres équipes, il a fallu demander à changer le système de menu sur le téléphone, vous savez, pour dire faites 1 si vous voulez le reset password, etc. Donc il faut aller le chercher, ça c'est pas fait comme ça. Mais voilà, les résultats sont là. Alors on dit que le lean, c'est le développement des personnes. La question de fond, c'est finalement ces gens-là, Giancarlo, c'est les opérateurs, qu'est-ce qu'ils ont appris? Giancarlo, qu'est-ce qu'il apprend en faisant ça? Et c'est là que la magie du lean, selon nous, opère, c'est que finalement, Giancarlo, avec cette expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé sa propre expertise de gestionnaire d'équipe d'opérateurs, d'équipe support. C'est-à-dire que maintenant, il sait que la séparation de flux, c'est efficace, les microformations, c'est efficace, etc. Donc il développe sa compréhension, la façon de gérer l'équipe. Deuxième niveau d'apprentissage, plus profond celui-là, qui porte vraiment sur la vision de la mission de son équipe. Donc je me souviens du numéro 2 de la banque, qui était le sponsor du projet, qui vient les voir, qui leur dit « Mais vous savez, vous êtes la vitrine de l'IT. Pour les 15 000 personnes qui sont là, tout le monde utilise l'informatique. Quand il y a un problème, toute la banque a besoin de vous, en fait, vous appelle. Et donc, ce que veulent les gens qui sont en face de vous, c'est que vous soyez en situation de répondre. » Donc, alors ça se manifeste de manière froide par cette question de 55%, 75%, mais de manière plus profonde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce qu'on attend de vous, équipe d'opérateurs, c'est pas que vous soyez des petits gars pas très très forts et qu'on a mis dans cette équipe de support parce qu'on ne sait pas quoi faire de vous. Non, c'est complètement l'inverse. C'est vous, la voix de l'IT dans la banque. Donc ce qu'on attend de chacun de vous, opérateurs, c'est que vous soyez des experts. Donc, vous voyez, ce n'est pas un travail humiliant. Au contraire, on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez experts pour aider tous les collaborateurs de la banque et éventuellement les clients externes à être meilleurs. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que je me souviens d'une discussion entre Giancarlo et une des opératrices qui s'appelle Sylvia. Et il demandait, mais donc là, voilà, on arrive à prendre beaucoup plus d'appels qu'avant. Est-ce que finalement, pour toi, c'est plus stressant? Est-ce que c'est plus dur? Parce que on pourrait se dire, ça, est-ce qu'il faut aller plus vite, etc. Et moi, j'ai été marqué par la réponse de Sylvia qui disait, mais non, au contraire, il faut bien comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on est stressé dans ce métier-là? En fait, ce qui nous stresse, c'est quand on décroche le téléphone pour entendre quelqu'un qui dit, ça fait 1 heure que j'attends, que le gars me pose la question et qu'on est incapable de répondre, qu'on est obligé de lui dire, je vais ouvrir un ticket. Je me souviens, j'avais écouté des appels avec un certain Alessandro, à un moment. Le gars au téléphone, alors c'est l'italien, mais ça se comprenait quand même assez bien, il n'était pas content. Et il disait, ça fait 40 minutes que j'appelle, et vous êtes en train de m'expliquer que vous avez ouvert un ticket, vous êtes infoutu de me répondre, et c'est ça en fait qui est stressant. Donc le fait d'arriver à répondre vite, à répondre à tous les appels, en fait ça fait baisser notre stress. Donc ça c'est un deuxième apprentissage très profond sur la mission et sur le ressenti des gens dans l'équipe. Donc voilà, ça c'est pour la partie support. Et on n'a pas fini, après il y a la question de la maintenance. Oui, en tout cas, bravo à Giancarlo. Il est fort. Belle performance, beaux enseignements. Alors moi je vais vous dire qu'en fait, finalement Giancarlo il avait une situation facile, parce que maintenant je vais parler de la maintenance. Alors qu'est-ce que c'est la maintenance? Plus concrètement, c'est le support de niveau 3, c'est précis, c'est la correction et la résolution des incidents, et c'est des petites évolutions. La maintenance adaptative, c'est là, les équipes, elles n'ont pas la chance d'être dans une seule pièce ensemble. Elles sont même divisées déjà dans leur rôle, une maîtrise d'ouvrage, une maîtrise d'œuvre, la SS2I qui fait la TMA. On a souvent des gens dans des petits bureaux séparés, parfois éloignés même. Certains des développeurs peuvent être même dans des bâtiments différents. Et
En plus, les gens se font rarement à plein temps sur la maintenance. C'est souvent une activité qu'on fait en plus de l'activité sur les projets à côté. En plus, on est pris à gauche, on est pris à droite. Et la maintenance, il faut le reconnaître, c'est pas le truc vu comme le plus noble. Les projets c'est noble. Alors la maintenance, c'est un petit peu vécu comme le truc, bon, il faut que quelqu'un fasse, quoi. En plus, les éducateurs, ils sont jamais contents. On a beau se démener pour essayer de faire un bon service de maintenance, finalement, de toute façon, les gens ne sont pas contents, ça compte toujours trop, les réponses arrivent toujours trop lentement, donc c'est ingrat. Ça est ingrat. Maintenant, si on se place du point de vue de l'utilisateur, la maintenance, il a l'impression qu'elle est nulle. Les applications, il arrive le matin en agence, les applications elles sont plantées. En plus, il va faire un temps fou avant que l'application elle soit remise en état de marche. En plus, les applications elles sont dures à utiliser, c'est toujours les mêmes bizarreries dans les interfaces, il y a des personnes qui s'en occupent pour remettre ça un peu à plat. On est obligé de demander de l'aide. Non, en fait, on ne demande plus d'aide. On a appris que de toute façon, ce n'était pas la peine. Donc on demande aux collègues, on essaye de trouver quelqu'un ailleurs qui sait faire, parce que si on demande d'aide, de toute façon, on aura la réponse dans 3 semaines. Imaginez dire à votre client, écoutez, pour votre maison, il faudra attendre un peu, s'il vous plaît. Donc, finalement, tout le monde est mal dans cette affaire. Pourtant, bon, voilà, on va passer aux lignes. Donc, face à cette situation où tout le monde est malheureux, on passe aux lignes, par quoi on commence? On commence par... Ah, ça vient là, ça vient. Ça vient. On va y arriver. On commence par le client, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il veut notre client par rapport à nos équipes de maintenance? Il veut déjà, quand il demande du support, il a du support tout de suite, et il a un support parfait, qui répond complètement à la demande, qui sort complètement l'utilisateur du problème qu'il avait. Premier niveau, et puis un deuxième niveau, en fait, il n'y a même pas de support. No support is good support. Vous ne voulez même pas avoir besoin d'appeler à l'aide, parce que votre application, de toute façon, elle est tellement stable et tellement facile à utiliser que vous ne demandez pas de support. Donc ça, c'est l'idéal, c'est ce vers quoi on veut aller. On va prendre une équipe, on va prendre une équipe de Stelvio, l'équipe de Stelvio. Regardons un peu dans quel état elle est. L'équipe de Stelvio, c'est une équipe intéressante, c'est des gens, c'est vraiment une bonne équipe. C'est des gens motivés, qui connaissent bien leur application, qui veulent faire du bon boulot. Mais alors, quand ils se mettent comme première étape dans leur Kaizen à chiffrer un peu où en est leur performance, c'est pas joli. C'est quasiment un incident par jour. Tous les jours, il y a un truc qui débloque dans le système dont ils s'occupent. Quand c'est une anomalie bloquante, carrément bloquante, l'utilisateur il va pouvoir compter grosso modo une semaine avant d'être débloqué. On parle de dossier de crédit, pour vous donner une idée. Et alors si l'anomalie n'est pas bloquante, alors là, c'est pas gagné. À côté de ça, il y a des demandes de support, même si finalement il n'y a pas tant de demandes de support que ça, parce que les utilisateurs ils ont appris à plutôt faire de l'entraide entre eux et du système D. Si jamais il y a quand même un malheureux qui a fait une demande de support, il faut compter dans les 2 semaines avant d'avoir une réponse. Donc là, le bilan est difficile. Donc on a une bonne équipe qui veut faire du bon boulot, qui est motivée et qui court dans tous les sens pour essayer de sauver la baraque. Les résultats ne sont pas là, en plus ils font des journées dingues, ils finissent tard le soir, tous les jours. C'est assez horrible. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Une réponse, c'est par exemple, plein d'incidents, faisons des tests automatiques. Ça c'est une réponse qu'on a dans la JT. Ouais, mais attendez, on parle d'1 million de lignes de code COBOL, on parle d'un existant qui a 10 ans, et en plus, l'équipe actuelle, c'est pas celle qui a développé le logiciel à l'origine, parce qu'il y a 4 ans, il y a eu un turnover total. Et puis, là, vous êtes parti, à mon avis, comme ça, peser pour 1 an de travail, là. 1 an avant d'avoir commencé à stabiliser l'application avec votre paramètre test. Et de toute façon, c'est pas ça qu'on veut faire avec le Lean. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On va avoir des super personnes, des gens super forts. Donc en fait, il faut qu'ils réfléchissent profondément à qu'est-ce qui se passe. C'est eux qui vont comprendre et ceux qui vont trouver leur solution. Quelques exemples. La vitesse de résolution des incidents, particuliers incidents bloquants. Donc, ça dure trop longtemps. Donc qu'est-ce qu'il a fait Stelvio? C'est un gars énergique, il faut reconnaître.
Bah, là, il a pris les derniers incidents. Ok, les derniers incidents traités. Hop, on les met sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il a tracé avec son équipe, sur le mur, là, en grand, avec ses stylos. Ok, c'est ce marqueur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Différentes étapes. Ok, là, c'est un tel qui a pris l'incident, il a fait ceci, ensuite c'est passé cela, etc., avec les dates. Là, puis, comme ça, ils ont tracé plusieurs vies de l'incident. Et là, il y a un truc qui sautait aux yeux, qui leur a sauté aux yeux en tout cas, c'était le nombre d'attentes. C'était bourré d'attentes. C'est pas qu'il y avait beaucoup de travail, mais c'est qu'entre chaque petite partie de travail, il y avait des grosses attentes. Et évidemment, c'était vieux, ils disaient pourquoi? Et là, en fait, les membres de l'équipe, en discutant, ils finissent par se dire, mais dans tel cas, moi, Elena, j'avais fait telle action, et puis là, c'était à Carla de le reprendre, et puis Carla qui disait, ah bon, mais moi, je ne savais même pas que c'était à moi de reprendre l'action sur ce ticket. Et en fait, c'était le bazar, en fait, c'était pas organisé. En fait, chacun faisait de son mieux, mais finalement, personne ne savait exactement ce qu'il devait faire, quand, sur quel ticket. Donc là, qu'est-ce que le Lean? Rendre visualiser la production. Donc déjà, l'équipe, ils se sont mis d'accord ensemble. Voilà, traiter un incident, ça veut dire faire ça. Voilà comment on s'organise, on se met d'accord. Et on met sur le mur cette façon de faire qu'on a choisie. Et puis ensuite, avec nos post-it, on va suivre où en sont nos incidents. On est traitant de notre incident. Et tous les jours, on va se rencontrer dans un daily meeting et on va regarder nos incidents et voir s'il y en a pas un qui se retrouve bloqué dans un coin. Et derrière, avec le suivi de la performance, on va voir est-ce que le lead time, le délai de résolution des incidents, il bouge. Donc c'est bien de traiter les incidents plus vite, mais bon, Sergio, il n'était pas satisfait. Il voulait pas d'incident, parce qu'il faut imaginer que souvent, il se retrouvait comme ça, happé ensuite dans des comités de crise avec des managers de haut niveau, parce que ce n'est pas possible, encore un incident sur l'applicatif de crédit, donc ça lui pourrissait la vie. Donc, on veut rendre un bon service à l'utilisateur. Comment est-ce qu'on attaque les sources d'incidents? Donc les incidents, on en avait quasiment un par jour. Il faut imaginer, c'était à la chaîne. Donc là, Stelvio, pareil, il n'a pas hésité à transpirer, il a repris, allez, on reprend les incidents, les uns après les autres, et il a rempli des formulaires style QRQC, donc, où il a tracé, voilà cet incident, voilà comment il s'est produit, voilà quelle est la chaîne d'événements qui conduisent à cet incident, quelles sont les causes, d'où ça vient, comprendre en fait chacun de ces incidents. Donc une fois qu'il avait déjà affiché tout ça, que ça avait été en plus alimenté par les observations et les réflexions d'équipe, là il y avait la question du ok, mais qu'est-ce qu'on voit émerger? On voit tous ces incidents, on les comprend bien, mais où c'est? Alors là ça a été difficile, Stelvio il était là à se dire bon, est-ce que c'est dans le workflow utilisateur que je vois un truc émerger? Est-ce que c'est dans le processus de développement, je trouve, etc. Il se noyait, il n'arrivait pas à trouver. Finalement, il y a eu un moment, une révélation, c'était de se dire, mais en fait, la plupart des incidents sont causés selon un pattern, c'est il y a un batch qui produit une donnée défectueuse, qui fait planter un autre batch. Donc là, il a fait un truc magique. Il a mis, sur le mur, un calendrier, il a indiqué les dates où passait ce batch qui générait des défauts, et là, l'équipe s'est organisée pour que tous les jours où il y aurait eu un passage de ce batch, il y avait quelqu'un qui arrive un petit peu plus tôt, et qui fait des contrôles, avant même que les agences ouvrent, et qui verrait s'il y a des défauts de générés, et qui les corrigerait avant même que l'utilisateur ne les voit, en fait. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a bien marché. Stelvio, il pouvait être fier. Ça a super bien marché. Donc déjà, les incidents, on avait un par jour, on est passé à un par mois. Les incidents bloquants traités dans la journée. Les incidents non bloquants, pareil, tous à l'intérieur du SLA. Sur le support, il y a aussi un petit peu de résolution de problèmes. Comme ça permet de diminuer un petit peu le volume de demande d'aide dont les utilisateurs avaient besoin. Et encore plus intéressant sur la partie temps de réponse aux demandes de support, là c'était de la résolution de problèmes mode teamwork, où Stelvio en fait, et quelqu'un d'équipe sont allés voir le support de niveau 1, et où ils ont travaillé ensemble pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire pour aller plus vite en fait, pour retirer ces obstacles au sein de la course de relais dont on parlait au début. Et donc là pareil, effondrement des délais. Mais c'est du lean, donc il ne s'agit pas que d'obtenir la performance, il s'agit pour Stelvio d'avoir appris quelque chose. Donc qu'est-ce qu'il a appris ici? Déjà tout simplement, le teamwork, ça marche, ça rend plus efficace. Un teamwork supporté par le visual management, par le management visuel, tout d'un coup ça fait que les choses vont mieux, ça va plus vite, ça marche mieux.
Une deuxième chose qu'il a apprise, c'est l'effet disproportionné que peut avoir une solution locale. Là, on est en train de parler de grandes solutions, de tests, etc. Là, finalement, c'est des petits post-it sur un calendrier mural qui ont permis de détruire le volume d'incidents entrants. Donc c'est possible. Stelvio, il a vu avec des petites choses, je peux avoir un effet énorme sur ma performance. Et le troisième truc, je pense encore plus profond en termes d'apprentissage pour Stelvio, ça a été la découverte qu'en fait, s'il se posait, s'il allait au fond des choses, plutôt que d'être tout le temps le firefighting, là, en se posant, en prenant un peu de temps, en allant bien comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, et ben en fait derrière c'était beaucoup de sérénité. Derrière les feux s'éteignaient et ce qui s'est passé c'est que Stelvio il a pu rentrer chez lui, il a pu avoir de nouveau une vie de famille. Son équipe elle était beaucoup plus sereine, elle était beaucoup plus tranquille et en plus avec le sentiment d'un travail bien fait. Alors là j'ai fait une version accélérée, ça n'a pas été facile, hein. Je ne veux pas non plus que vous ayez l'impression. Vraiment l'équipe a beaucoup transpiré, il y a eu beaucoup de fausses routes, beaucoup de fausses pistes, beaucoup d'expérimentations qui ont échoué. Pas facile, mais derrière les enseignements sont puissants. Effectivement, avant je rentrais chez moi à 9h le soir, à 18h30, j'ai fini et j'ai fait la même chose. Donc vraiment c'était très très sensible. Ça c'est pour la maintenance. Ça c'est la maintenance, donc il faut monter encore d'un cran pour vraiment satisfaire les utilisateurs. Donc Régis, au travail. Après, il y a la question des projets. Donc, il faut imaginer, on va rester dans le monde de Stelvio et des applications de gestion de crédit. Donc maintenant, si on élargit, si on sort de la maintenance et qu'on va voir les projets, il faut imaginer qu'en interne, on a 30-35 personnes, d'accord, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. En externe, on a, disons, 30-40 personnes, donc ça veut dire entre 60 et 70 personnes qui font des projets, qui enchaînent des projets en parallèle sur la même application. D'accord? Avec des cycles très longs, du cycle en V, comme vous n'osez même pas le rêver. Et donc, un flux comme ça de projets qui sont livrés en permanence avec des délais un peu longs, mais quand même, on livre à 70, en fait, on livre du projet. On fait comme d'habitude, on prend le point de vue client. Qu'est-ce qu'il nous dit le client? En l'occurrence, le client, ça va être principalement, leur principal client, c'est un des patrons de tous les back-office qui font la gestion de crédit et qui est le donneur d'ordre en fait. Et lui, son point de vue, la voix de ce client-là, c'est écoutez, moi je vais voir l'IT, notamment en début d'année, on se met d'accord sur le master plan, sur ce qu'on va livrer. Et donc, moi j'ai plusieurs familles de demandes. J'ai des demandes de mise à jour du système pour suivre les normes bancaires. Et puis j'ai aussi des demandes d'amélioration. Gérez-moi de nouveaux produits, facilitez-moi la vie de cette équipe en faisant cette fonctionnalité, d'accord? En fait, au moment de choisir les projets, en début d'année, ce qu'on lui dit, c'est, écoute, de toute façon, tous les projets réglementaires, il faut les faire. Et après, s'il y a un projet commercial, ah non, celui-là, non, celui-là, non, ce projet commercial-là, non, celui-là, non, peut-être, etc. Donc la principale frustration, c'est qu'il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut. Il y a 70 personnes, donc imaginez le budget, et pourtant il n'arrive pas à avoir les projets qu'il veut. Et en plus, quand il y a les projets, ça prend très longtemps, en moyenne 1 an, entre la demande et la livraison. Et c'est très laborieux. Et il y a toujours pareil, des équipes qui derrière sont intelligentes, qui connaissent leurs applications et qui essaient de faire vraiment le maximum. Donc on n'est pas en phase de feignant. Donc là encore, il se passe quelque chose. Comment est-ce qu'on fait dans cette situation? Comment est-ce qu'on aborde un sujet comme ça? On commence. Premier sujet, c'est le client. C'est dur, hein? Première question, c'est qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre? Qu'est-ce qu'on veut? C'est, je fais notre étoile du Nord, c'est j'arrive à faire tout ce que mon business me demande. Il voulait 50 projets, on fait 50. Comment est-ce que j'ai fait pour y arriver? Aujourd'hui, je suis à 15. Comment est-ce que je fais pour aller à 50? Je ne serai peut-être pas demain, mais comment est-ce que je fais vraiment pour y aller? C'est la direction. Après, ces 50 projets, comment je fais pour qu'ils soient tous à l'heure et que quand je livre au client, tout soit nickel du premier coup? C'est ça qu'on cherche à obtenir. On est bien d'accord? Ça n'a rien à discuter si on n'est pas d'accord. Donc, on est bien d'accord, c'est ça qu'on essaie de construire. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? En 2010, on avait promis 22 projets, on en a fait 15, c'est-à-dire qu'on n'a fait que des réglementaires. Il y a eu 0 projet commercial.
La moitié des projets avaient 30% de retard. Et en phase de test, quand on livre l'outil au client et qu'il fait ses tests, test final, il y a 45% des cas de test qui ne passent pas. Là, c'est pareil. Je vous présente Serena. Serena, qui est la responsable de cette équipe-là, qui, elle, est responsable d'une équipe de chefs de projet. Elle va travailler avec notamment Fabiano, qui est un gars un peu dynamique, qui est un chef de projet qui est en charge d'un projet assez important chez eux. Et ils vont travailler comme ça, ils vont essayer de comprendre profondément qu'est-ce qui se passe. Pareil, donc on va essayer de rendre visible. On va prendre un projet en cours qui a commencé en mai dernier, on va sortir tous les emails, etc. Et puis tout tracer, essayer de comprendre vraiment ce qui se passe. Pareil, on se dit, on a des problèmes quand on livre, on a beaucoup de tests qui ne passent pas chez le client. Qu'est-ce qui se passe? On va sortir, ils vont imprimer leur log de test, leur log de test de projet précédent, et vont se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce test-là, pourquoi il a planté? Ah, ça ne fait pas ce qui était demandé, d'accord? Est-ce qu'on peut voir la spécification? Ah, c'est pas en spécification, qu'est-ce qu'on apprend? D'accord? Et avec cette réflexion-là, ils vont comprendre finalement quels sont les obstacles, quels sont les trous en fait qu'il y a dans leur raquette. Le principe Lean qui est derrière, donc effectivement ils trouvent ils vont voir que leur difficulté principale c'est capturer l'exigence client, la spécifier et après le tester. C'est comprendre ce qu'il y a à faire globalement. Et quand on regarde plus profondément, et donc le principe Lean en question, c'est que finalement on n'est pas le passage de bâton, vous savez, dont je parlais tout à l'heure, il ne fonctionne pas en fait. C'est-à-dire que quand je prends le bâton du client, je dis qu'est-ce que vous voulez faire? Je laisse tomber la moitié. Quand je l'écris pour donner à celui d'après, je fais tomber la moitié, etc. C'est ça. D'un point de vue technique, Lean, on est dans le thème du pool. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de la façon dont le pool marche dans les projets, mais l'essence, l'idée de base, c'est qu'on va renforcer cette notion d'interface. C'est-à-dire que moi, je suis maîtrise d'ouvrage, je dois produire une spécification pour Antoine. Qu'est-ce que je fais? Avant, comment est-ce que je faisais? Je dois faire une spec, je l'écris, je la mets sur un serveur, puis Antoine la récupérera peut-être un jour, en découvrant qu'il ne comprend rien. Ce que je vais faire, c'est que on va insister sur le fait que, en fait, c'est une chaîne, c'est un passage de relais. Je vais courir, passer la spec à Antoine, qui va courir, etc. C'est ça l'image. Donc pour enchaîner, pour entamer ce travail-là, je vais aller voir Antoine, je vais dire, mais écoute Antoine, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait déjà dans mon relais pour que tu arrives à travailler? On va se mettre d'accord sur l'interface, on va se mettre d'accord sur le contenu, la date, etc. Et on va renforcer toute cette chaîne, en fait, tout ce passage de relais pour fluidifier le projet. Alors qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Là, c'est un peu plus difficile. Parce que quand on a des projets d'un an, savoir si ça a marché. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont travaillé sur un projet en particulier, enfin disons 3 projets, mais un projet principalement. Ce projet il est livré aujourd'hui. Donc, je vais passer un petit coup de fil. Donc ce soir, le projet va être mis en production. Mercredi, quand je les ai vus pour la dernière fois, ils avaient fini tous les tests, il n'y avait plus de travail à faire dessus et la demande de production était partie. Pour un projet de 1700 jours, et d'un an à peu près, donc pour un vrai projet, quoi. Donc aujourd'hui, on a l'impression que ça marche, mais il faudra attendre un petit peu de temps pour s'assurer que ça fonctionne. Encore une fois, qu'est-ce qu'apprennent Serena, Fabiano, Claudia, les gens comme ça, les acteurs du projet, qu'est-ce qu'ils apprennent? Je vais accélérer un petit peu. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Encore une fois, la puissance du teamwork supporté par le management visuel. Cette idée d'interface, de passage de relais est très très claire. En tant que chef de projet, ce qu'apprend Fabiano, qu'est-ce qu'il apprend? Que pour que mon projet marche, il faut que je fasse très attention à comment est-ce que les gens se passent le travail de l'un à l'autre. D'accord? Est-ce que tout est bien clair? Est-ce qu'ils se sont mis d'accord? D'accord? Ça, il a appris que dans son métier, insister sur ce point-là, c'est quelque chose qui a un effet très très important sur la performance. Après, il a renforcé ça en comprenant que on peut aussi vérifier la qualité à chaque étape avec des checklists en vérifiant que tout marche. Et pour l'instant, ça a l'air de payer. C'est ce qu'ils disent. Ils disent, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il n'y avait aucune chance pour qu'ils livrent à l'heure s'ils n'avaient pas fait ça. Maintenant, on ne saura jamais si c'était le cas. Et pareil, des apprentissages côté maîtrise d'ouvrage puisque ce dont on souffrait, c'était interview client. Là, il y a un travail très très important là-dessus.
Bravo, hein, bravo à ça. Bah oui, à bosser. Donc, pour conclure, donc on était parti au début sur 3 interrogations, 3 limites, donc Régis et moi on avait ressenti par rapport à l'agilité. Donc c'est le moment de faire le check. Vu la belle aventure donc, de cette DSI de 800 personnes, alors finalement, est-ce qu'on a répondu aux questions? Donc par rapport à la vision utilisateur, en fait, elle s'est intégrée très naturellement, déjà, ne serait-ce que par le biais des indicateurs de performance. Comme chacune des équipes qu'on a pu voir en fait, a mis en place son management de la performance centré sur l'expérience utilisateur, les incidents perçus par l'utilisateur, le temps de résolution d'incidents tel que vu par l'utilisateur, ainsi de suite. Celui-ci se retrouve au centre des préoccupations et de ce qu'on voit à chaque daily. Donc là, on a pu intégrer finalement l'utilisateur et sa satisfaction au sein de notre façon de travailler. Côté bénéfices pour l'entreprise, là, cette fois-ci, on avait quelque chose de bien palpable. Le DSI lui-même, en fait, va voir les équipes qui sont en train de faire leur transformation en ligne. Et déjà, la première chose qu'il a remarqué, c'était le niveau de motivation sans précédent qu'il a pu y observer. Donc là-dessus, il se rend compte par lui-même, c'est pas juste, on lui dit, oui, tu sais, tu as l'équipe qui passe à l'agile. Là, comme dans l'IN, il descend sur le terrain, il va voir ce qui se passe vraiment, il se rend compte, il est au contact de ses équipes, et il dit, wow, effectivement, ça bouge, il se passe quelque chose. Et en plus, d'un point de vue beaucoup plus factuel, gestion d'entreprise, lui, il avait une stratégie, et ce déploiement du LIN appuie sa stratégie. Donc, sa stratégie, c'est de déplacer la capacité qui aujourd'hui est prise par un travail sans valeur ajoutée qui est la maintenance, vers le travail à valeur ajoutée, des évolutions, des nouveaux projets, ainsi de suite. Et donc, avec le Kaizen permanent de ces équipes. Donc là, maintenant, ça y est, par cet intermédiaire, c'est visible, même au plus haut niveau, même au niveau des directions générales de cette banque. Enfin, le troisième point, là, c'est de facto, vous l'avez vu avec nous, les outils, les pratiques, la méthode qu'elle nous apporte le Lean, c'est pas restreinte au développement logiciel. On a vu donc le support, on a vu la maintenance, on a vu même des projets en cycle V. C'est soluble, le Lean est soluble dans chacun de ces environnements, de chacune de ces activités. Donc check OK par rapport à ces 3 points-là. Le truc qui me marque en fait par rapport à tout ça, qui sans doute a dû résonner aussi chez vous, je pense, c'est qu'il y a plein de choses qui sont déjà, qui semblent agiles en fait dans ce qu'on vous a montré. Il y a plein de choses qui ne c'est pas des surprises finalement. Même quand c'est du support, même quand c'est de la maintenance, même quand c'est du projet en cycle V, vous avez vu émerger des choses qui finalement, dans mon avis, on les connaît déjà, c'est assez naturel. Et ce qui est fabuleux, c'est que finalement avec le prisme du Lean IT, en fait ces choses-là arrivent toutes seules. En fait, c'est les équipes qui les amènent elles-mêmes et qui font leur apprentissage. Donc voilà, pour moi, le Lean IT, déjà, de facto, au moins sur ce qu'on voit de cette DSI, c'est une manière de faire émerger les bonnes choses qu'on aime bien dans l'agilité, sans amener le Lean Agilité pré-packagé. En fait. Chacun fait son chemin et va trouver finalement des réponses similaires, mais adaptées à son environnement. Et va apprendre. Ce pas des solutions toutes faites qu'on nous donne, moi j'apprends en tant que membre d'équipe, en tant que team leader, ainsi de suite. Et plus généralement, moi, le truc que je trouve fabuleux, c'est finalement, de facto, il y a une nouvelle vision de ce que c'est une DSI qui est en train d'émerger. C'est plus, je suis dans une espèce de bureaucratie, je suis un peu contraint, je suis dans mon petit machin, en plus, j'arrive jamais à faire un travail dont je peux être fier. C'est non, finalement, même dans une grosse DSI de 800 personnes, dans une banque, et ben, si on peut être fier de ce qu'on fait, on peut réussir à améliorer sa performance, on peut aller voir les autres, on peut casser les cloisons. Et c'est quelque chose que les équipes sont en train de vivre au quotidien. Et c'est un peu comme s'il y avait un arbre qui était un peu desséché, là, la sève revient, et on voit des nouvelles pousses, on voit l'innovation qui revient même dans une grosse structure, c'est possible. Il y a une sorte un nouvel idéal de ce que ça peut être une grosse structure qui serait vivante, qui serait humaine. Donc c'est super Régis. Oui, effectivement. Alors ce qui est marrant, c'est comme partout, hein, c'est que c'est une double facette. Il y a un aspect vraiment très positif. Ce qu'on a dit est vrai en fait. La motivation des équipes, etc., c'est vrai. On l'a observé. C'est ce que disent les gens au moment des bilans, ce que disait Stelvio, ce que disait Fabiano. Ils disaient maintenant c'est vraiment super. Maintenant, je ne voudrais pas non plus donner l'impression que c'est facile. Donc oui, c'est super et c'est très dur. C'est très super et c'est très dur. Pourquoi est-ce que c'est dur ? Alors c'est dur parce que déjà les outils qu'on utilise sont des outils un peu dangereux, un peu sensibles.
Quand on arrive, qu'on commence à mettre la performance au mur, c'est quand même pas anodin, hein. On peut faire des bêtises avec ça. Donc là, il faut vraiment bien cadrer les choses pour ne pas faire de bêtises. Donc on peut vite commettre des maladresses. Quand on est en conférence comme ça a l'air facile, mais allez, il faut le faire là, vraiment. Donc vraiment, il y a une difficulté. C'est pas fini après. On a mis le problème sur la table. On a dit qu'on n'y arrive pas. C'est écrit. Voilà, on n'y arrive pas. En plus de ça, maintenant, il va falloir résoudre le problème. Mais quand on dit qu'il faut résoudre le problème, il faut continuer à servir le client. Donc il faut continuer à résoudre les incidents. Il faut continuer à répondre aux requêtes de support. Il faut continuer à développer. Et en plus de ça, il faut trouver le temps de faire l'amélioration. Donc ça demande vraiment une implication très très forte. Et puis il y a un troisième sujet, c'est que, ce que je disais, la partie magique du Lean, c'est qu'en faisant cette résolution de problème, on va ressortir des problèmes qui sont assez profonds qu'on va pouvoir attaquer. Ça, c'est la partie magique. La partie moins magique, c'est les problèmes profonds, les faire sortir. Et donc au quotidien, ça n'a pas l'air toujours magique en fait. Il y a des moments où ça secoue. Donc voilà, on est toujours dans cette ambiguïté où on est dans l'effort, dans l'amélioration, dans le dépassement. Donc des moments où c'est dur, et puis des moments où quand ça marche, c'est vraiment super. Alors d'après nos calculs, à ce moment précis, vous avez tous envie de vous y mettre. Bon, j'ai l'impression qu'il faudra qu'on voit, qu'on fasse vraiment le check. La question, c'est qu'est-ce que vous faites? Alors demain, vous reposez, vous réfléchissez, vous ressortez les bouquins de Taishi Ohno. Lundi, comment est-ce que vous commencez? Ce qu'on propose, c'est lundi, pour commencer, vous posez la question, vous revenez à votre équipe et vous commencez à vous poser la question sérieusement, quels sont les gaspillages que nous sommes en train d'imposer à nos propres clients? Vous êtes une équipe agile, votre client, vous avez fait la roadmap avec lui, et vous demandez-lui, ta roadmap, là, on s'est mis d'accord sur novembre, c'est vraiment ce que tu veux? Ah non, moi j'aurais préféré septembre. Ah, ça te plaît en fait de faire tous nos entretiens là, toutes les semaines? Ouais, non, c'est pas mal, mais moi j'ai quand même du boulot ailleurs. Quels sont les gaspillages que vous, votre équipe, que vous impliquez, vous infligez à votre client? Vous pouvez avoir cette réflexion. La meilleure façon de le faire, c'est quoi? C'est d'aller lui poser la question. Et faites-le vraiment, et après vous revenez, vous mettez les problèmes sur la table. Vous dites, voilà, aujourd'hui on a ce problème-là, on embête notre client parce que ça. Et là vous commencez à vous dire, voilà, c'est comme ça, on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quand vous commencez à faire ça, vous êtes en train de faire vos premiers pas dans le Lean. Et c'est le début de l'aventure, on vous dit bienvenue à bord. Merci. Merci.